Diane Courtin donc, a une formation d'historienne de l'art dans le cadre de l'école du Louvre, pour commencer. Ensuite, elle s'est spécialisée dans le domaine muséal et est ainsi arrivée, si je puis dire, vous préciserez peut-être mieux, au Muséum d'histoire naturelle où aujourd'hui elle est doctorante. Donc voilà, je vous passe la parole et je vous remercie beaucoup. Merci. De cette thématique. Bonsoir à tous et à toutes. Ce sera mieux comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis doctorante au Muséum. Je suis arrivée là après avoir fait un master en muséologie des sciences, donc spécialisée dans les musées d'histoire naturelle. Et j'ai réalisé, durant mon master, un mémoire de recherche qui porte sur ces fameux modèles de botanique du docteur Ozouf. Ça partait d'un questionnement, car ce sont des modèles pédagogiques qui étaient dans le passé utilisés pour l'enseignement, d'un questionnement lorsque j'envoyais dans des musées ou dans des expositions. Et je me demandais comment cela se fait que des objets qui étaient utilisés dans les salles de classe aient fini par être considérés assez importants pour intégrer des collections muséales et être considérés comme notre héritage culturel. Voilà à quoi ressemblent ces fameux modèles pédagogiques de botanique. Sur cette photographie, ce sont ceux du Musée national de l'éducation à Rouen qui en possèdent un très bel ensemble. Ce sont de grands objets, en moyenne d'une trentaine, d'une cinquantaine de centimètres de large, qui sont fabriqués dans un papier mâché dont je préciserai un peu plus tard la réelle teneur matérielle, et qui ont la grande particularité d'être démontables. C'est-à-dire qu'ils représentent avec une très grande précision les différentes parties de l'anatomie des plantes, et afin de mieux la percevoir, il est possible de démonter chaque partie et de les observer dans les détails. Louis Ozouf, le fameux docteur Ozouf, n'est pas du tout connu principalement pour ses modèles de botanique. Dans le milieu médical, les personnes qui le connaissent apprécient et généralement ont eu l'occasion de voir ces modèles de grands hommes, qui sont des modèles anatomiques humains d'environ 1,80 m, donc taille réelle, et qui était sa première réelle création qui a lancé son succès. Donc le principe était semblable, il s'agissait de démonter l'ensemble du corps humain, et il avait eu cette idée, qui n'est pas tout à fait novatrice, il avait eu des prédécesseurs, mais de pouvoir proposer une alternative à la dissection, qui demandait tout de même d'avoir accès à des corps humains, contexte compliqué, et qui représentait aussi des risques sanitaires, en plus de dégoûter une partie des étudiants en médecine. Le modèle d'écorché humain date environ des années 1820, il l'a développé à travers les années, mais les modèles de plantes sont beaucoup plus tardifs. Ils émergent à partir des années 1860, après que Louis Ozouf ait développé son catalogue avec d'autres modèles humains, un modèle de femme notamment, et d'autres parties du corps agrandies, et après avoir créé également des modèles de zoologie, donc différents animaux, et particulièrement des animaux utiles, comme le cheval, qui permettait de former les gens dans les écoles militaires ou dans les écoles vétérinaires. Comment en est-il arrivé à faire des modèles de plantes ? Dans les années 1820, afin de pouvoir produire davantage de ces modèles anatomiques humains et zoologiques, il ouvre une manufacture en Normandie, donc en l'équivalent de la Haute-Normandie, même si on ne peut plus dire ça, dans l'Eure, dans le village de Saint-Aubin d'Écreville. Il était en réalité originaire d'un village très proche de celui-ci, enfant de propriétaires terriens, et s'était ensuite formé à la médecine à Paris. Donc c'est une sorte de retour aux sources pour Louis Ozouf, qui emploie les personnes du village en les formant, donc c'était une population d'agriculteurs, en les formant spécifiquement pour construire ces objets-là. Donc c'était une sorte d'ovni dans la région qui était particulièrement productrice de lin, d'avoir cette manufacture d'objets très curieux et particuliers. Et évidemment, il avait également embauché des cartonniers et de nombreux artisans et artistes qui puissent l'aider à faire émerger ces objets, puisque lui-même n'était pas un créateur plastique. Les pièces étaient toutes fabriquées de la même façon. Une pâte était formée à partir de papier, c'est pour ça que le nom de papier mâché est resté, mais était surtout mélangé à d'autres matériaux qui permettaient de lui donner une grande résistance et également une grande légèreté. Donc on y trouve du chanvre, de la colle, de la farine et du blanc de meudon,
Mais l'ingrédient secret dont il aurait eu, dit la légende, l'idée en ouvrant une bouteille de champagne, c'est la poudre de liège, qui permet à ces objets, en tout cas ceux qui ont été conservés aujourd'hui, d'avoir toujours une grande solidité. Donc il s'agit de former cette pâte, de la mouler et de la presser dans une presse à cidre, puisqu'on est quand même en Normandie, puis de sécher les pièces et de les assembler entre elles. Une fois peintes, il y appose, ou plutôt les ouvriers y apposent des étiquettes et les pièces sont vernies. Elles sont produites non pas à la chaîne mais à la demande, c'est-à-dire que les gens intéressés, dans le domaine, que ce soit dans le domaine scolaire ou même parmi les curieux, doivent passer le bon de commande et ensuite les pièces sont produites. Ce qui fait qu'on n'en a pas un stock illimité aujourd'hui et qu'on en trouve principalement dans les établissements d'enseignement qui les ont conservés au fil des décennies, mais j'y reviendrai. Donc tout était prêt pour que Ozu puisse développer son catalogue. En bas à droite de l'image, on a des moules qui n'ont pas encore été spécifiquement identifiés, mais que lors de ma visite, j'ai identifié comme étant des modèles de végétaux. Mais on ne sait pas encore très bien comment il a conçu, avec qui il a conçu ces modèles de végétaux, car il n'était pas botaniste lui-même. Donc les médecins avaient une formation en plantes médicinales, mais clairement pas assez précise pour qu'ils maîtrisent à ce point l'anatomie d'une quarantaine de plantes, puisque c'est environ le nombre qui a été proposé au catalogue entre 1860, où il a commencé à les produire, et 1880, date à laquelle il décède. Alors pourquoi avoir créé des modèles de plantes, alors qu'il était spécialisé en anatomie des animaux et des humains? En réalité, au cours du XIXe siècle, l'enseignement en sciences naturelles commence à prendre beaucoup plus de place. Par le passé, il était enseigné généralement dans l'équivalent actuel du niveau collège, en même temps que les enseignements en physique et en chimie, ce qui fait que le niveau d'heures, le nombre d'heures qui étaient dédiées aux sciences naturelles était assez faible. Mais des réformes successives, menées notamment par Hippolyte Fortoul, vont accorder plus d'importance aux sciences naturelles, notamment en transférant leur enseignement au lycée. À partir de ce moment-là, les professeurs commencent à avoir besoin de nouvelles méthodes pédagogiques pour enseigner cette matière-là. Et cela suit un courant qu'on appelle la leçon de choses, qui prend précisément de l'importance dans les décennies où sont créés les modèles. La leçon de choses, normalement, désigne plutôt les enseignements de l'école primaire, pour les enfants. Il s'agit de sélectionner des objets de la vie de tous les jours pour apprendre aux enfants des notions simples qui vont leur servir dans la vie quotidienne plus tard. Mais cet esprit du matériel, alors qu'auparavant les leçons étaient surtout dictées par le professeur et donc très abstraites et difficiles à s'approprier pour les élèves, cet esprit atteint tous les niveaux de classe. Donc Louis Ozu s'inscrit dans des méthodes pédagogiques qui sont en train d'évoluer en proposant son alternative ou sa nouvelle méthode pour utiliser des objets matériels dans les enseignements. Dans cette lettre que je vous ai jointe, donc la graphie est difficile à déchiffrer, il explique lorsqu'il diffuse le tout premier catalogue avec des modèles de plantes qu'il les a conçus spécifiquement pour enseigner la botanique et la physiologie végétale, c'est-à-dire la façon dont les plantes respirent, se nourrissent, etc., dans les lycées. Il parle de préparation clastique, ce qui est un mot qu'il a inventé pour désigner ces objets qu'il commercialise. Clastique vient du grec klaos, qui signifie démonter ou briser, mettre en pièces. C'est en lien avec le fait que les objets sont démontables. Donc il explique que c'est spécifiquement pour le lycée, à l'origine, et qu'il a énormément grossi les parties des plantes afin de pouvoir mieux les observer. Un des intérêts, c'est qu'il était aussi compliqué d'avoir des microscopes pour tous les élèves dans les classes, qu'il aurait fallu aussi des préparations, donc des lames pour tous les élèves, et surtout que le moment de l'année où les plantes fleurissent est très limité. Donc ça empêche par exemple de pouvoir faire une leçon en hiver, à moins d'avoir un herbier, mais les herbiers c'est de la 2 dimensions sans les couleurs. Lui propose un objet en 3 dimensions avec des couleurs. Il y avait donc une vraie valeur ajoutée à ces objets. Comment était-il utilisé? De façon assez classique, quel que soit le type d'établissement. Ils étaient assez onéreux, donc les établissements ne pouvaient pas se permettre d'en acheter pour chaque paillasse d'élèves. C'était le professeur qui effectuait le montage et le démontage depuis l'estrade,
et la grosseur, si je puis dire, des objets permettait à tous les élèves de le voir, même depuis le fond de la classe. Ça s'accompagnait souvent d'autres objets tels que les affiches pédagogiques qui prendront beaucoup de place à partir du XXe siècle parce qu'elles sont moins chères et qu'elles pourront être répandues beaucoup plus dans les établissements. Et d'autres méthodes telles que les schémas qui illustrent de façon visuelle et complémentaire aux objets. Les notions qui permettent d'être enseignées à partir de ces objets sont principalement de 3 types. Donc, comme je l'ai dit, il y a des notions de physiologie, particulièrement avec un modèle comme celui du blé que j'ai mis en haut. Donc là, ce sont 2 modèles différents. Un qui représente uniquement le grain et dont l'embryon germé est démontable, donc en fait on l'achète à part et on peut remplacer une partie du grain de blé pour montrer les différentes étapes de la croissance. Et le modèle d'à côté, c'est un modèle d'épier de blé. Il en a même produit d'autres, car de la même façon que pour les animaux, il réfléchissait à quelles plantes étaient intéressantes à développer pour leur utilité dans la société. Donc on a des plantes en agriculture comme le blé, on a des plantes en horticulture, des plantes médicinales et également des plantes toxiques qui rentrent aussi dans les catégories, des fruits de table comme la cerise ou la groseille. Donc en l'occurrence, pour le grain de blé, la physiologie était très importante parce que les agriculteurs devaient pouvoir très bien comprendre comment le plant fonctionne et vit pour rendre plus efficace la pousse et la récolte. On pouvait également enseigner l'anatomie en décrivant les différentes parties de la plante. Et quelque chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, alors que l'anatomie et la physiologie ont été conservées, les modèles servaient à illustrer les classifications. Donc même s'il y avait seulement 40 modèles, souvent ils étaient représentatifs d'une grande famille de plantes et ça permettait aux élèves de comprendre comment on organise le vivant et comment les botanistes pensent l'organisation du monde végétal. Louis Ouzou, avec ses objets, connaît un grand succès, du moins à la période où il les édite. C'est une notion qui est un peu difficile à se figurer à l'époque, mais c'était un peu une star. C'est-à-dire qu'il était présent dans de très nombreux événements. Il organisait des cours publics d'enseignement de l'anatomie dans le 5e arrondissement et dans le 6e arrondissement, près de la faculté de médecine. Il était très proche du milieu du Muséum d'histoire naturelle et des professeurs de botanique, ce qui fait que par exemple Adolphe Brognard, qui a été un des directeurs, un des professeurs de la chaire de botanique au Muséum, avait lui-même recommandé les objets de Louis Ouzou pour l'enseignement de la botanique dans les lycées. Donc de son vivant, il était très connu et les lycées qui avaient les moyens d'investir de l'argent dans des collections, ce qui était loin d'être le cas général, mais ceux qui en avaient les moyens avaient généralement acquis ce type d'ensemble pour apprendre la botanique à leurs élèves. Mais une autre chose, au-delà du milieu scientifique, au-delà du milieu des médecins et des enseignants, ces objets ont été beaucoup montrés. C'est-à-dire que le grand public a pu les voir. Ici, comme je n'ai pas de photo de la boutique de Louis Ouzou, j'ai pris comme exemple, dans mon mémoire de recherche, les expositions universelles et internationales, qui étaient des événements qui avaient beaucoup d'importance au 19e et 20e siècle et qui faisaient venir beaucoup de monde, c'est-à-dire des millions de personnes pendant les quelques mois où elles se passaient. Et tout au long du 19e siècle, l'entreprise Ouzou n'a jamais manqué une seule occasion d'exposer ces objets sur des stands. Donc on peut très bien imaginer qu'un public assez large ait découvert ces objets et ait pu les apprécier, non pas pour leur capacité nécessairement à transmettre des notions d'anatomie ou de physiologie, mais tout simplement parce qu'ils étaient très beaux. Et ainsi, Félix Garrigou, qui est normalement spécialisé en préhistoire, mais était arrivé du sud de la France pour faire un compte-rendu de l'exposition universelle de 1867, avait cité dans une de ses lettres « Ces œuvres artistiques porteront partout l'instruction et la lumière ». Il précise ces œuvres artistiques. Alors on peut débattre du fait que art peut aussi faire référence à l'artisanat au cours du 19e siècle, et donc il n'aurait pas forcément prêté des qualités d'œuvre d'art à cette pièce, mais d'autres critiques positives du stand communiquent à peu près la même chose sur ces objets-là.
Ça ne va pas s'arrêter à la simple exposition commerciale. Bien sûr, Louis Ozoux voulait montrer ses pièces pour les faire vendre, ce qui est tout à fait normal. Mais même au sein des établissements d'enseignement, les professeurs, généralement, mettaient en valeur les objets, même hors des temps de cours. Il faut se figurer que, malgré le fait que le nombre d'heures octroyées aux sciences naturelles ait été élevé, elles étaient quand même faibles, par exemple, par rapport aux enseignements du français, du latin ou de l'histoire. Donc c'était un grand investissement financier pour des pièces qui n'étaient pas sorties très souvent durant l'année. Des sources qu'on a, donc principalement des photographies, mais aussi dans de rares cas des descriptions, les objets étaient disposés dans des musées scolaires, donc derrière des vitrines, ou à même la salle de classe, où les professeurs sans doute pensaient que les élèves pourraient s'instruire de façon passive en regardant et que les notions rentreraient dans leur esprit de façon sur la longue durée, même s'ils étaient inattentifs et bâillaient un peu aux corneilles. Donc sur la photo de gauche, on a des modèles tout au fond, ici. À côté de l'écorché d'anatomie, on a un modèle de chrysanthème et probablement à côté un modèle d'œillet, mais un petit peu plus difficile à reconnaître. Et il se trouve que ces objets sont toujours au lycée Colbert à Paris, pas loin de la gare de l'Est, où ils ont été retrouvés par hasard en retrouvant une clé de placard il y a quelques années, qui, en ouvrant les placards de la salle de TP, a fait l'effet d'une chasse au trésor. Il y en a énormément. Ils attendent encore d'être inventoriés, d'être identifiés, d'être mis en valeur, ce que l'établissement cherche vraiment à faire. Sur la photo de droite, on a la salle de botanique du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, mais dont l'ensemble était également utilisé dans l'enseignement au XIXe et XXe siècle. Et jusqu'au début des années 2000, les objets avaient été mis dans les salles du muséum pour apprendre, au même titre qu'un herbier, aux visiteurs des notions de botanique. De façon beaucoup plus récente, donc c'est-à-dire depuis la fin des années 90, ces modèles commencent à apparaître dans des espaces réellement grand public, donc dans des espaces pour lesquels ils n'avaient pas été conçus à l'origine. Ici, je vous ai mis une photo d'une exposition à l'écomusée de la Vintinée, c'est un musée du pays de Rennes, ou une exposition Graines de vie, qui était focalisée sur comment les graines permettent aux plantes de se reproduire. Ils avaient tenu une grande place au sein de cet événement, et notamment dans la salle que je vous présente, où ils sont tout de même présentés comme des pièces artistiques sur un fond blanc, ils ressortent bien avec de jolies couleurs, mais dont le but était quand même primairement didactique. Il fallait quand même, dans la lignée des enseignements pour lesquels ils avaient été conçus, transmettre des notions de botanique à partir de ces objets. La grande différence, c'est que les décennies ayant passé, la patine du temps s'étant apposée sur les objets, ils sont aujourd'hui présents dans de nombreuses expéditions historiques où ils permettent généralement de parler de Louis Ozoux, qui est le grand nom qui est attaché à leur production, et également aux concurrents de Louis Ozoux. Puisque dans les décennies qui ont suivi la création de ces modèles, une certaine émulation a fait émerger d'autres créateurs, d'autres fabricants de ce type de modèles, et notamment en Allemagne, des modèles qui sont encore plus connus à l'international que les modèles de Louis Ozoux, ce sont ceux de la fabrique Brendel, qui sont très présents dans les universités. Donc sur l'image que je vous présente de l'exposition Les incroyables modèles du Dr Ozoux, les créateurs de l'exposition avaient cherché à mettre en parallèle les partis pris avec, par exemple, ici un modèle de poids de senteur de Louis Ozoux et ici l'équivalent de la fabrique Brendel. À titre purement personnel, je trouve que ceux d'Ozoux sont beaucoup plus fins et jolis en termes de couleurs et de détails, mais Brendel en a produit beaucoup plus parce que sa méthode était reproductible plus aisément. Et ici, on a la même chose avec un bleuet. Donc, celui-là est de création bien postérieure à la mort d'Ozoux, date probablement de 1940, car l'entreprise a continué à produire jusqu'à la fin des années 1990, avant de faire faillite et de fermer. Mais les modèles ne ressemblaient déjà plus à ce qu'ils étaient à l'origine, parce que, raison financière oblige, les établissements avaient commencé à produire les choses en plâtre ou en résine, et que les choses avaient perdu en qualité. Donc, nouveau mode d'exposition qui apparaît, c'est vraiment l'exposition historique. Et enfin, ces toutes dernières années, donc ici on a un exemple d'il y a 2 ans au Palais de Tokyo,
c'est l'exposition artistique qui commence à s'emparer de ces objets-là, avec en l'occurrence une installation qui s'appelait le Bal des Cornouilles par l'artiste Hélène Bertin, qui avait demandé à l'université de Lyon 1 leur modèle Ozu et leur modèle Brendel, pour les mettre cette fois-ci dans un projet entièrement artistique qui ne faisait aucunement référence ni au contexte historique des objets, ni même à leur fonction d'enseignement. Donc, à travers le temps, il développe de nouvelles valeurs, de nouveaux intérêts aux yeux de la société civile qui y trouve assez d'intérêt pour les mettre en scène. Et donc c'est un réel changement de regard qui opère. Donc, comme je l'ai dit, le lycée Colbert, après avoir redécouvert ces modèles dans des placards, a immédiatement décidé de les proposer à la vue du public durant les journées du patrimoine et aimerait, durant les prochaines années, pouvoir les mettre davantage en valeur, peut-être au sein de l'établissement de façon pérenne dans des vitrines, notamment pour se légitimer aussi comme lycée historique qui possède de très belles collections parce qu'il est, depuis le 19e siècle, un établissement important de la ville de Paris. Mais ce n'est pas qu'au lycée Colbert que ce phénomène se passe, puisque par exemple à Tourcoing, le lycée Gambetta a aussi un très bel ensemble qu'il prête beaucoup pour les expositions, et qu'au fur et à mesure que ces objets commencent à être connus, les établissements comprennent l'intérêt qu'ils peuvent avoir à les garder dans leur collection, et ne cherchent plus à s'en défaire, comme ça a été beaucoup le cas au cours du XXe siècle, où les destructions de ce type d'objets allaient bon train, puisque les professeurs des anciennes générations, voyant émerger de nouveaux supports pédagogiques, ne voyaient pas pourquoi ils garderaient des vieilleries qui n'avaient pas encore leur côté, on dirait aujourd'hui, un peu vintage, et qu'il y avait des supports comme le cinéma qui permettaient de présenter de façon encore plus précise et parlante l'anatomie des plantes. Donc la société civile qui découvre ces objets décide en quelque sorte collectivement qu'ils sont assez intéressants pour faire partie de notre héritage culturel, et ça s'exprime de plusieurs façons. La première façon, c'est un investissement financier, donc un investissement personnel dans leur conservation. Et par exemple, le Musée national de l'éducation, dans les années 2017-2023, avait voulu faire restaurer ces objets. Ils avaient récolté beaucoup d'argent de la part de la communauté civile autour d'eux pour pouvoir financer une campagne de restauration avec quelqu'un qui soit certifié Musée de France, qui ait le droit de s'occuper d'objets d'héritage public. Et ça s'exprime également par des créations artistiques. Et ici, je vous ai mis l'image d'un Asteria rosea, qui est en réalité une espèce disparue, qu'un étudiant en design graphique, Alexis Foigny, a décidé de recréer sur le même modèle que le Dr Ozu. Donc il voulait redonner vie à une espèce qui n'existait plus, et le format qu'il a choisi, c'est également un modèle agrandi, démontable, et de même format. Il m'a confirmé que c'était effectivement une de ses inspirations. Donc ça veut dire que c'est assez inscrit pour les gens qui le connaissent dans notre héritage, pour que tout le monde se l'approprie de sa façon personnelle. Non seulement les objets se sont maintenus de façon physique dans les établissements, à part ceux qui les avaient détruits. Donc à gauche, on a une image du lycée Colbert, où elle n'est pas très zoomée, malheureusement, mais qui montre les modèles alignés sur des tables. Il y en a de très nombreux. Mais c'est surtout un maintien de l'influence de ces objets qu'il est intéressant de noter, puisque aujourd'hui encore, de tels objets récents, bien sûr, sont utilisés non seulement dans les écoles, mais aussi dans d'autres contextes, comme par exemple la médiation dans le milieu des musées, pour instruire les enfants, en l'occurrence, sur des notions d'anatomie, mais aussi de nouvelles choses comme la pollinisation. Alors je suis tombée sur cet atelier durant les rendez-vous nature du Muséum national d'histoire naturelle l'été dernier, et à nouveau cet été, et ils utilisent ce type d'objet pour enseigner aux enfants. Donc, même si ce sont de nouvelles entreprises et même si ce sont de nouveaux matériaux, le principe demeure et a fait ses preuves à travers les décennies comme étant très intéressant pour enseigner ces notions-là. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de la société historique du 5e, même si on ne parle pas exactement du 5e arrondissement, c'est que les boutiques et les logements du Dr Ozu, qui étaient parfois un peu le même endroit, se situent à quelques encablures d'ici. Il avait commencé ses études à la faculté de médecine, qui était dans l'actuel quartier Odéon,
et il a gardé au fil du temps des boutiques qui étaient plutôt des sièges sociaux, puisque les pièces étaient produites en Normandie, mais qui permettaient d'avoir une sorte de vitrine de sa production. Et tout ça avait lieu dans le quartier, et un peu plus loin également, puisqu'il avait son amphithéâtre pour enseigner l'anatomie à partir de ces objets, dans le 5e ou dans le 6e, selon les périodes. Nous pouvons donc être intéressés par lui non seulement pour des raisons d'objets qui seraient beaux et très intéressants historiquement parlant et pour leur côté instructif, mais aussi parce qu'il fait partie de l'histoire du quartier. Merci pour votre attention.